Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro SAPAT de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations. Le cyberharcèlement est une forme de violence numérique caractérisée par un harcèlement. Il peut s'exercer à travers diverses plateformes numériques. La pornodivulgation vise, elle aussi, à nuire à un tiers. C'est une action de divulgation d'un enregistrement, d'une photo ou tout autre document à caractère sexuel le concernant, que celui-ci ait été ou non réalisé avec son accord. Pour en savoir plus à ce sujet, nous recevons Colette Marchand, présidente de Femmes Solidaires à Mâcon, et Maï Femmes. Bonjour Colette et Maï. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'évoque le cyberharcèlement et la pornodivulgation pour vous ? Je trouve que tu as très bien résumé ce que sont le cyberharcèlement et la pornodivulgation. C'est effectivement un harcèlement en ligne qui s'adresse à ceux et celles, on verra plus tard qu'il y a beaucoup de filles qui sont concernées, qui sont harcelées par l'intermédiaire de toutes ces plateformes, les TikTok et autres que vous maîtrisez certainement mieux que moi. Ça commence très souvent par des petites choses. Ça peut être simplement une remarque désobligeante sur une attitude et puis de jour en jour, ça peut aller jusqu'aux insultes, aux menaces. Et on voit souvent des gens harcelés, des jeunes souvent, mais ça peut aussi être des adultes qui sont poussés au suicide, qui sont poussés aussi à la dépression par ce cyberharcèlement. Et on sait que la pornodivulgation, ça touche en plus les rapports sexuels. Ça peut être des photos, mais ça peut aussi être des conversations à caractère sexuel qui peuvent être divulguées aux autres. Messages, chantage ou divulgation de photos, ces violences numériques ont de nombreux visages. Savez-vous comment cela débute avant que la situation ne dégénère ? Je reprends un petit peu ce que disait Colette. Souvent, ça commence par des moqueries en ligne, des insultes, de l'intimidation, aussi des propagations de rumeurs ou des créations d'un sujet de discussion sur une page ou un réseau social d'un camarade en fait. La publication de vidéos d'une victime, des sextings aussi non consentis, par SMS ou messagerie. Et puis ça peut aller aussi par le piratage des comptes. C'est le cyberharcèlement en fait, c'est une forme de harcèlement. Ça commence par une stigmatisation. Au départ, c'est pour l'apparence physique d'une personne, par le poids, la taille, la couleur, le type de cheveux. Ensuite, peut-être parce qu'il y a une orientation sexuelle trop exposée ou quelqu'un a un handicap ou un trouble de la communication. Donc en fait, ça débute par des petites choses et voilà, ça se développe en ligne assez rapidement. Voilà. Beaucoup d'adolescents sont touchés par la pornodivulgation ou le cyberharcèlement. Les personnes de sexe féminin sont-elles plus sujettes à cette problématique ? Si oui, sait-on pourquoi ? Ah ben oui, c'est clairement oui. En fait, les filles sont beaucoup plus sujettes au cyberharcèlement. La sensibilité aux inégalités et aux violences faites aux femmes se propage dans l'opinion. Cependant, les perceptions et les déclarations s'accompagnent pas nécessairement dans la pratique de changement du quotidien. C'est-à-dire que souvent les jeunes sont assez d'accord au sujet des inégalités, surtout avec le mouvement MeToo et le mouvement Balance ton porc. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a en fait un sexisme qui est très marqué, les inégalités en fait se creusent, bien que quand on interroge les jeunes, on leur dit, bah oui, sur des questions domestiques, sur le ménage, ils sont assez d'accord pour partager les tâches, mais dans la vie, en fait, c'est assez faux. Les inégalités sont encore très fortes. Donc, effectivement, les filles sont aussi plus touchées par le cybersexisme, en fait. C'est souvent des insultes relatives à son corps, des rumeurs sur sa vie amoureuse, des sollicitations sexuelles non souhaitées, des échanges de contenus humiliants. Et donc, il y a plein de mots anglais maintenant qui sont utilisés et qui visent souvent beaucoup plus les filles, comme le slut haming, le revenge porn, puis il y a des comptes ficha, enfin voilà. Donc les jeunes connaissent tous ces termes. C'est beaucoup plus facile en fait. Et puis ça continue. On est dans une société quand même qui est encore très sexiste. Effectivement, les filles sont beaucoup plus victimes d'insultes et de rumeurs.
Les jeunes entre 12 et 15 ans seraient particulièrement concernés par ces problèmes. Pourquoi cette tranche d'âge est-elle plus sensible ? Et bien souvent, ils sont plus touchés parce qu'ils ont un manque de discernement. Ils rentrent dans l'adolescence. Peut-être c'est par naïveté, ce sont des proies plus faciles à influencer. Et puis les écrans sont omniprésents, c'est aussi générationnel. Les écrans sont présents pratiquement 24 heures sur 24, même dans leur chambre avec leur téléphone. Les réseaux sociaux sont très violents. Puis c'est l'âge aussi où on a des difficultés avec son corps, on culpabilise aussi d'être une victime. Et puis l'attitude des enfants face aux risques en ligne est différente d'un adulte. Là où les adultes auront tendance à considérer une rencontre en ligne peut-être avec un inconnu plutôt dangereuse, les enfants l'envisagent plutôt comme une occasion de se faire un ami. On sait que 6% des victimes ont été victimes de sexting entre 12 et 15 ans. 10% de pornodivulgation, 51% ont été témoins d'actes de pornodivulgation. Donc c'est un âge très sensible parce qu'on passe de l'âge d'enfant à l'âge d'adulte. Phobie sociale, perte de confiance ou encore honte, les conséquences du cyberharcèlement et de la pornodivulgation sont nombreuses pour les victimes. Pouvez-vous nous expliquer les principales ? Les conséquences premières, en fait, dans la vie quotidienne, c'est une grosse perte de confiance en soi. D'abord, une incompréhension. Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce qu'on me dit des choses comme ça ? Je croyais, en cas de harcèlement, en tout cas scolaire, que c'était mes amis, mes copains, mes copines. Pourquoi ça me tombe dessus ? Après, grosse anxiété, parce qu'on sait que c'est 24 heures sur 24. Donc, à quel moment, quand je reçois quelque chose, est-ce que ça va être agressif ou pas ? Insomnie, déscolarisation, puisqu'il y a toute cette angoisse de retourner, désocialisation aussi, de retourner dans un groupe, donc décrochage scolaire. Ça peut être un décrochage professionnel si on est un jeune adulte déjà dans le monde du travail, troubles psychologiques émotionnels, violence contre soi, et ça peut aller jusqu'au suicide, on le sait. Le 3018 est un numéro gratuit et anonyme destiné notamment aux victimes de violences numériques. Que se passe-t-il quand on décide de composer ce numéro ? Alors effectivement, c'est un numéro d'écoute destiné aux jeunes victimes ou aux témoins de cyberharcèlement de toute forme de violence sur Internet. Le revenge porn, le chantage à la webcam, l'usurpation d'identité, l'exposition à des contenus violents ou à caractère sexiste ou sexuel. C'est une équipe qui est dédiée, qui est composée de psychologues, de juristes, de spécialistes d'outils numériques. Et depuis 2022, les écoutants ont la possibilité de transmettre des signalements directement à l'éducation nationale grâce à l'application sécurisée Pharos. En cas de problème, une personne peut diriger très rapidement et conseiller tout de suite, même un jeune qui n'est pas accompagné. En fait, c'est aussi une plateforme d'écoute. C'est extrêmement bien organisé. Et depuis très peu de temps, ils peuvent contacter les opérateurs et supprimer des réseaux, les malveillances qui sur Internet en moins d'1 heure. Moi, je vous conseille d'aller voir sur Internet une vidéo qui s'appelle « Comment Bodyguard lutte contre le cyberharcèlement ». Et c'est très bien fait parce qu'on voit comment une opératrice fonctionne avec le 3018. C'est un super numéro, quoi. Existe-t-il des associations de proximité pour venir en aide aux victimes de cyberharcèlement ou de pornodivulgation et les aider à se reconstruire ? Dans la région, il y a l'AVEMA, l'association d'aide aux victimes de l'Ain, qui sont présents pour informer, soutenir, orienter. Donc ils sont là essentiellement pour écouter, soutenir. Directement parfois des psychologues peuvent répondre au téléphone. Il y a une prise en charge psychologique, une aide aussi aux mineurs, une aide juridique. Il y a l'AMAVIP, qui est l'association de médiation et d'aide aux victimes d'infractions pénales aussi, qui est à la Maison de la Justice et du Droit. Là, c'est à Mâcon. Alors c'est beaucoup plus sur le côté juridique. Il y a aussi le PAS Sud Bourgogne qui peut accompagner en fait toute personne dans toutes les étapes importantes de la vie, car il y a des consultations, des rencontres aussi avec des psychologues pour se reconstruire, pour un peu déposer la souffrance, se connecter, voilà, un petit peu prendre du recul par rapport à des événements qui peuvent être très traumatisants. Et puis la Maison des adolescents, rue de l'Héritant à Mâcon, eux, ils reçoivent des jeunes de 13 à 20 ans
tu te sens seul, tu as envie de venir discuter, tu recherches une personne à qui parler hors du cercle familial et scolaire. Ils ont une plateforme d'écoute et ils peuvent aussi recevoir directement les jeunes pour les écouter. Il y a pas mal de choses. Et il y a aussi l'association à 180 degrés Chagrin scolaire. Je vous conseille aussi de vous renseigner sur ce collectif. C'est une grosse équipe de psychologues et qui travaille à l'apaisement des souffrances, aide aussi à se reconstruire sur les problèmes relationnels avec les parents, liés aux symptômes aussi d'insomnie, de boulimie, d'anorexie. C'est une très bonne adresse aussi, je pense, parce qu'ils travaillent essentiellement sur le milieu scolaire. Il y avait une émission qui s'appelait Les Indiens contre-attaque sur France 2, où on la voyait réagir avec des jeunes et leur apprendre comment réagir en cas de harcèlement. Voilà. Le cyberharcèlement est un délit sanctionné par des peines d'amende ou de prison. Les sanctions sont d'ailleurs plus importantes si la victime a moins de 15 ans. Si on est victime, quels sont nos droits? Que peut-on faire? Alors chacun a droit au respect de sa vie privée, ça c'est marqué dans l'article 9 du Code civil. Et le cyberharcèlement est un acte interdit par la loi et puni d'une amende ou de peine de prison. La pornodivulgation est une circonstance aggravante qui permet aux victimes d'obtenir une réparation financière et un retrait du contenu qui leur porte préjudice. La prescription, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est agressé ou un problème de cyberharcèlement, on a 6 ans pour porter plainte pour que ça soit pris en compte. La pornodivulgation est une infraction même si la personne a donné son consentement à l'enregistrement initial de la vidéo ou de l'image. Le seul fait que la diffusion, notamment sur les réseaux sociaux, ait lieu sans le consentement de la personne suffit. Et ça va de 2 ans à 60 000 € d'amende. Alors si vous êtes victime de cyberharcèlement, la première chose à faire, c'est ne pas répondre, ne jamais répondre à un message. Ensuite, garder des preuves, c'est-à-dire faire des captures d'écran, garder tous les messages, verrouiller tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire changer les codes, parce que vous pouvez être victime de faux comptes aussi, donc il faut prévenir aussi vos proches. La première chose qu'il faut, c'est parler à une personne de confiance, à un adulte de votre entourage, ça peut être familial, ça peut être scolaire, ça peut être simplement amical, pour que ces personnes-là vous aident à aller porter plainte. Le dépôt de plainte, ça n'est pas quelque chose de facile parce qu'il faut se rendre à la gendarmerie ou se rendre au commissariat si on habite dans une ville qui est régie par la police. Et parfois, les commissariats ne sont pas très enclins à prendre les plaintes. Donc c'est pour ça que c'est très important de savoir que c'est un délit, que c'est puni par la loi et que avec un adulte de confiance, vous avez le droit de porter plainte et c'est important d'insister dans ces cas-là. Il est aussi possible de faire une pré-plainte en ligne. Parfois, en fait, l'écrit aide à préparer et à organiser ses idées. Avec le 3018 aussi, ils peuvent vous aider à préparer les dossiers. Et j'ai pas parlé non plus du CIDFF aussi, de l'Ain, qui peut vraiment vous aider au niveau juridictionnel et puis dans l'accompagnement jusqu'au bout même de toutes les étapes pour un dépôt de plainte. Ils peuvent faire des médiations aussi entre les enfants et les parents quand il y a une difficulté pour discuter entre les deux des problèmes de harcèlement. Les peines sont différentes si l'auteur du harcèlement est majeur ou mineur. Quelles sont-elles et à votre avis, sont-elles dissuasives ? Pour que les peines soient réellement dissuasives, il faudrait que tout le monde les connaisse. Parce que le harceleur est caché derrière son téléphone, derrière son écran. Il a l'impression qu'il est totalement impossible de savoir qui il est. Et les peines sont quand même graves puisque c'est un délit. Alors si la victime a plus de 15 ans, c'est 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Si la victime a moins de 15 ans, c'est 3 ans de prison et jusqu'à 45 000 € d'amende. Il faut, pour qu'elle soit dissuasive, que ce risque de punition par la loi soit connu et qu'on en parle de plus en plus. Et alors, au niveau des enfants et des jeunes, le plan éducation nationale anti-harcèlement qui vient de sortir là en novembre 2023, qui, espère-t-on, sera mis en œuvre. Dans tout ce plan anti-harcèlement, il y a prévu une formation au numérique pour les enfants dès la 6e, qu'ils sachent comment manipuler cet outil et peut-être que les parents aussi connaîtront les peines encourues.
Je rajouterais qu'il est très important d'être reconnu comme étant victime par l'école et la justice française. Et à son rythme, c'est le début de la réparation pour les victimes de cyberharcèlement et de divulgation de photos. Dans beaucoup d'établissements, nous parlons essentiellement du harcèlement scolaire. Selon vous, faudrait-il également insister sur le cyberharcèlement ? J'ai un petit peu anticipé ta question finalement. Dans ce fameux plan, donc il y aura cette formation au numérique qui sera également adressée aux adultes des établissements. C'est-à-dire que théoriquement, les professeurs, tous les intervenants, tous les adultes qui interviennent dans les écoles, collèges et lycées devraient être formés à ce risque de cyberharcèlement. Pour terminer, que pouvez-vous conseiller aux victimes pour les aider à en parler et reprendre le contrôle de leur vie ? Tu as presque donné la réponse dans ta question. Tu dis les aider à en parler. Parler, c'est vraiment très important. Il ne faut jamais rester seul face à un harcèlement, qu'il soit dans la vie réelle ou qu'il soit sur le net. Une des choses très importantes qu'il faut dire, c'est « vous n'êtes pas coupable ». Le coupable, c'est celui qui harcèle. Le coupable, c'est celui qui a mis votre photo que vous aviez envoyée parce que vous étiez amoureux ou amoureuse. C'est lui ou elle, le coupable, qui devrait avoir honte. C'est pas à la victime d'avoir honte. On te croit, tu es forte, on va t'aider, il faut en parler. Je pense que vraiment, ça c'est le plus important. Et on sait aussi qu'en cas de tout ce qui touche aux agressions sexuelles, être reconnu comme victime, c'est le début de la reconstruction. Merci à Colette Marchand et Maï Femme, présidente de Femmes Solidaires, de nous avoir aidés dans cette interview contre le cyberharcèlement. Vous allez permettre aux victimes de cyberharcèlement de se confier et de plus en parler. Bonne journée, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro SAPAT de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations.